Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux Mais pas trop! pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour tout savoir de l'actualité de ce projet. Et n'oubliez pas de nous donner des étoiles ou de nous laisser un commentaire sur votre application de podcast ou de balado favorite. Ceci est l'épisode 30. Personne ne lit assez les mémos à Milan. Nous avons vu durant le dernier épisode la triste fin de Magnence et de sa rébellion de l'Ouest. Au bout de 3 ans et demi de lutte et une fin de partie magistralement orchestrée par son adversaire, Constance II, le fils de Constantin le Grand, finit par écraser la révolte et reprend le contrôle total de l'Empire en 353. Mais c'est un triomphe qui ne règle pas tous les problèmes de Constance. Le bon vieux défi de contrôler seul un empire si vaste va s'imposer à lui le lendemain de sa victoire contre Magnence. Un défi qui va vite revenir lui exploser à la face, plus tôt qu'il ne l'imagine. En attendant, retrouvons les Francs d'Empire, orphelins de leur empereur de l'Ouest, mais dont l'histoire n'est pas finie pour autant. La catastrophe de Mursa et la fin de Magnence, aussi triste soit-elle, ne signifie pas la disparition des Francs d'Empire. Même si 24 000 soldats, dont une bonne partie de Francs, sont restés sur le champ de bataille quelque part en Croatie, même si leur empereur barbare s'est suicidé plutôt que de tomber dans les mains de son ennemi, tout ne s'arrête pas un jour d'été 351 à Mursa sur la rivière Drava, ou de 353 à Lyon. D'abord, tous les soldats engagés dans la campagne des Balkans en 351 ne sont pas morts à Mursa. Certains se sont ralliés dès la première heure, comme l'officier de cavalerie Sylvain, ou ont été épargnés sur le champ de bataille à la nuit tombante. Et tous ces hommes seront intégrés dans la nouvelle armée impériale sans trop de discussion. Constance II, comme tous ses prédécesseurs, a bien trop besoin de soldats pour faire la fine bouche sur le recrutement, surtout après une saignée pareille. Triomphe militaire ou pas, il y a toujours une nouvelle guerre ou une nouvelle invasion à anticiper au IVe siècle pour faire le difficile quand on veut diriger l'Empire romain. Les restes de l'armée de Magnence reprennent donc probablement leur ancienne vie militaire comme avant 353, ou presque. Le même job, la même unité, mais juste commandée par de nouveaux officiers généraux. Et ils retrouvent d'ailleurs les autres soldats de l'armée d'Occident, qui n'ont pas été engagés dans les Balkans, et qui eux aussi rejoignent la nouvelle armée impériale unifiée, comme si de rien n'était. Il est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on estime à l'époque que l'Empire romain compte des centaines de milliers de soldats répartis à travers tout le territoire. Même si les batailles de Mursa ou de l'Abattis-Montsaléon dans les Hautes-Alpes ont pu être catastrophiques avec des dizaines de milliers de morts, on ne parle finalement que d'une minorité de troupes perdues par rapport au total. Pas que ça n'ait pas d'importance, vu que ce sont sans doute les meilleures troupes qui ont été massacrées, mais ça laisse encore pas mal de soldats disponibles à travers l'Empire. Il n'y a que les grands dignitaires dont Constance va se débarrasser, les co-conspirateurs de Magnence. Les légionnaires, eux, qu'ils soient gallo-romains, francs d'Empire ou même mercenaires, sont sans doute tous repris. Et puis surtout, la vie continue pour ces familles de Francs d'Empire. Que les maris reviennent au bercail ou non, après Mursa, ces hommes qui ont été installés depuis les dernières décennies sur le territoire de Gaule du Nord ont fondé des foyers, fait des enfants, construit des communautés. Ok, les historiens débattent encore pour comprendre comment nos French lovers ont trouvé des copines avant mythiques sans retour au bled pour choisir une femme. Mais apparemment, que ce soit dû aux déportations massives de la fin du troisième, de l'arrivée constante de migrants d'outre-Rhin, ou par un simple mélange progressif avec les populations locales en Gaule, des communautés germaniques, et tout particulièrement franques, font partie du paysage de la Gaule du Nord maintenant. C'est vrai.
Et il y a d'autres enseignements à tirer de l'épisode Magnance, après ce gros demi-siècle d'installation massive de Germains en Gaule, conservant une forme d'identité spécifique. D'abord, les Francs d'Empire sont devenus des combattants romains redoutables, et plus seulement de braves sauvages courageux. Si on regarde seulement la bataille de Mursa, en suivant les chiffres de Zonaras, et en acceptant qu'une bonne partie sont des Germains d'Empire, on finit à 24 000 morts côté magnésien contre 30 000 côté Constance. Et le rapport numérique de cette défaite des Occidentaux interroge un peu quand même. Alors, on comprend assez bien l'intérêt de Constance de laisser fuiter la taille de ses pertes que reporteront les historiens antiques. D'abord, il n'a pas commandé les troupes en tant que général, donc son crédit personnel n'est pas entaché. Mais surtout, avec un massacre pareil, il envoie le message à tout l'Empire et à tout futur rebelle qu'il ne reculera devant aucun sacrifice, devant aucun bain de sang, pour garder sa place. Mais avec cette description de l'écrasante supériorité numérique des Orientaux, les auteurs romains rendent quand même involontairement un bel hommage aux Occidentaux. Livrer une bataille si défavorable numériquement parlant, terminer par une déroute finale catastrophique à la nuit tombée, et pourtant arriver à tuer plus d'ennemis au global n'est pas une petite prouesse. En clair, la bataille a été une boucherie remportée par les Constantiniens seulement grâce à leur surnombre. Tactiquement, militairement, les Occidentaux ont été les meilleurs sur le champ de bataille. Ce qui montre autre chose de plus profond pour notre histoire. Les troupes de Magnence, et en particulier les Francs d'Empire, ont démontré leur qualité de combattants en tant que véritables Romains en fait. Fini le temps où les barbares étaient seulement capables de réaliser des raids ou de se battre à coups d'embuscade dans les forêts. Dans une bataille rangée générale, ces Francs d'Empire se battent maintenant avec discipline et efficacité, manœuvrant avec un haut niveau de performance. C'est simple, leur organisation, leur tactique, leur armement même, les place maintenant au niveau des troupes d'élite de l'Empire du IVe siècle. C'est vrai, on réalise avec Mursa que les Francs ont carrément changé de division. On n'est plus dans la Talent League là. Militairement, il va falloir compter avec eux. En 350, on parle d'ailleurs de barbarisation de l'armée romaine, car effectivement, une grande partie des soldats de l'armée à l'ouest sont d'origine germanique. D'accord. Mais pour ce qui est de la façon de se battre, les Francs sont allés à bonne école, et on a affaire des troupes de type romaine, aussi solides et organisées que n'importe quelle autre, et qui ajoutent en plus leur force propre. Plus rien à voir donc avec des bandes de sauvages, si seulement cette idée a eu le moindre fond de vérité par ailleurs. Les techniques d'organisation et de discipline font partie de l'équation dorénavant. Et oui. Et puis, il y a un deuxième enseignement à considérer après la bataille de Mursa. Non seulement les auteurs reconnaissent leur qualité guerrière, mais surtout, ils soulignent leur bravoure. Parce que les troupes de Magnence se sont battues jusqu'au bout ou presque. Il n'y a pas que leur efficacité qui surprend, il y a aussi leur détermination. Même réduits en groupes isolés, même en se faisant pilonner par les charges de cavalerie ou les attaques d'armes de jet, une grande partie des soldats de Magnence ont préféré mourir que de se rendre. La fin de la bataille a vu les fantassins se regrouper en carré défensif pour résister jusqu'au bout. Les cavaliers démontés rejoignant l'infanterie pour continuer la lutte à pied une fois leurs chevaux morts. Même contre tout espoir, avec des armes cassées et des boucliers en miettes, les auteurs nous décrivent l'armée de Magnence entraînant dans la tombe autant d'orientaux que possible, comme dernière démonstration de leur bravoure. Évidemment, là encore, on peut imaginer qu'il y a un peu de propagande derrière cette histoire. Un bon contraste entre les soldats courageux et leur chef Magnence qui s'enfuit comme un affreux pendant la bataille. Mais au-delà de ces ficelles rhétoriques décrits pro-Constance, on peut quand même être un peu interrogatif. Des hommes décrits soit comme de simples mercenaires germaniques, sous-entendus seulement motivés par l'argent, soit comme des gallo-romains forcés par Magnence, décident sur le champ de bataille de mourir sur place plutôt que de l'abandonner. Comment faire coller ça avec les mêmes auteurs saluant leur bravoure extrême? Alors évidemment, plusieurs explications peuvent être avancées. L'esprit de corps qui maintient n'importe quelle armée unie, même dans les moments critiques, et qui interdit à un combattant de laisser tomber ses camarades. Il y a les codes sociaux aussi, qui pour des cultures militaires comme celle des Germains, qu'ils soient d'empire ou libre d'ailleurs, les empêchent sans doute d'abandonner lâchement le combat. Probablement.
Mais il y a forcément une autre raison à considérer, une évidence, même si les auteurs n'en parlent pas, vu qu'elle colle mal à la vérité officielle pro-Constance. En vérité, la majorité des Germains d'Empire impliqués dans le conflit ont cessé depuis longtemps d'être des mercenaires sans foi ni loi. Que leurs raisons soient religieuses, culturelles ou identitaires, la vérité est que ces hommes se battent sans doute désormais pour d'autres raisons que simplement l'argent. Le plus probable, c'est que ces hommes se battent avant tout pour leur propre bout d'empire. Alors ne nous trompons pas, il y avait absolument les autres facteurs qui entraient en ligne de compte. L'honneur militaire, les codes du guerrier germanique, comme les promesses d'argent, qui ont fait marcher toutes les armées antiques depuis longtemps. D'ailleurs, l'intégration de la plupart des survivants dans l'armée de Constance après coup prouve bien qu'il n'y avait pas de conflit idéologique en tant que tel derrière cette guerre. Mais il est probable que les combattants de Mursa ont aussi choisi de se battre pour des motifs plus profonds et plus personnels, liés à l'appartenance véritable qu'ils ont développée maintenant pour ce qu'ils considèrent être leur propre terre. Et si je pousse un peu ton raisonnement, Xavier, est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à l'idée d'une patrie au sens moderne du terme pour ces hommes? On est d'accord qu'on n'a sûrement pas affaire à une défense de l'Empire romain avec un grand R pour unir tous les hommes dans un grand monde de fraternité germanico-gréco-romaine. Car les hommes de cette époque ne sont probablement pas très attachés à une construction politique, comme l'Empire, si on est réaliste. Mais une partie de leur motivation est probablement liée à ce qu'ils considèrent comme la défense de leur communauté, de leur style de vie, de leurs croyances et de leurs traditions. Et cette communauté, qu'ils le veuille ou non, elle est au moins autant germanique que romaine ou latine maintenant. Oui, car les Francs d'Empire et leur communauté sont maintenant bien ancrés dans la partie nord de l'Empire romain, sans aucun doute vivant à proximité et partiellement mélangés avec les populations gallo-romaines existantes. Pas vraiment assimilés, puisque les textes continuent de les décrire comme différents, notamment les fameux Lettes, qui vivent dans les communautés identifiées spécifiquement. Mais pas étrangères non plus, comme les Francs libres restés outre-Rhin. En tout cas, numériquement conséquents, disséminés dans la population du nord de la Gaule, et sans aucun doute possible, très présents dans l'armée. Et la révolte de Magnence, comme sa fin catastrophique, n'a rien changé à l'affaire. En fait, aucun empereur qui veut contrôler cette région ne peut faire comme si cette population n'était pas là ou ne pas tenir compte d'eux. Un raisonnement qui n'échappe sûrement pas à Constance au moment où il écrase les derniers résistants à l'ouest. Alors évidemment, des changements ont lieu suivant sa prise de contrôle. Les dignitaires trop liés à Magnence ont mal fini et ont été remplacés par des hommes sûrs. Les pièces de monnaie et la propagande se sont remis à chanter les louanges du dernier fils de Constantin le Grand. Et comme on l'a dit, c'est le grand retour d'une orthodoxie religieuse plus stricte, avec le retour de l'interdiction des sacrifices nocturnes qu'avait autorisé brièvement Magnence. Mais globalement, le nouvel empereur ramène la Gaule et l'ouest de l'Empire à peu près au point de départ des années 340 et accepte sa population germanique comme tous ses autres nouveaux sujets romains. Ce qui ne veut pas dire sans aucun problème quand même, car la guerre civile qui s'achève a pour conséquence de libérer à nouveau de l'espace pour les Germains libres, notamment les Alamans qui ont repris leur raid sur la frontière. Et oui, vous n'avez pas oublié les Alamans, la Ligue germanique du sud de l'Allemagne moderne qui a donné du fil à retordre à Rome depuis Sévère Alexandre et Maximin le Thrace. Les Alamans d'Outre-Rhin font leur grand retour en 353, ce qui ne devrait surprendre personne, puisque Constance lui-même les avait soudoyés entre-temps pour déclencher des troubles dans le dos de Magnence et attaquer la frontière sur le Rhin. Sacré retour de karma pour Kostia. Ça a dû lui sembler une bonne idée en 351 ou 352, quand la Gaule était dans le camp des rebelles, de payer les Alamans pour s'attaquer à leurs arrières. Mais ce n'est plus du tout le cas maintenant qu'elle a été réintégrée dans l'Empire de Constance. Et visiblement, personne n'a pris le temps d'envoyer un mémo aux Alamans sur le changement de situation politique dans l'Empire. Et les pillards d'Outre-Rhin sont la nouvelle menace à traiter immédiatement. Ce qui veut dire que l'heure de la retraite n'a certainement pas encore sonné pour Constance en 353. Et non, car immédiatement en suivant la défaite de Magnence, Constance est obligée de repartir vers le nord et d'entrer en campagne contre les Alamans en Alsace et en Suisse. À peine le temps de souffler après 3 ans de guerre civile
qu'il faut mener l'armée pour une campagne pénible au milieu de l'hiver dans un trou perdu, et repousser l'attaque des Alamans sur la Gaule, quelque part autour de Bâle. Une première offensive que Constance n'a pas l'énergie de terminer dans le sang d'ailleurs, mais qu'il va préférer régler par un traité de paix, début 354. Ce qui est une assez bonne nouvelle finalement, vu que seulement quelques mois plus tard, il doit à nouveau reprendre la route de la Germanie du Sud pour une nouvelle campagne dans la même région. En fait, c'est littéralement le scénario du IIIe siècle pour Constance, qui se retrouve à cheval à essayer d'éteindre un incendie après l'autre. Même si cette fois, on peut quand même dire que c'est un peu lui qui l'a cherché. La seconde guerre de fin 354 oppose Rome avec d'autres Alamans, situés cette fois plus à l'est, sur le lac de Constance, au nord de la ville moderne du même nom de la frontière helvético-allemande et, fun fact, baptisée ainsi en l'honneur du grand-père, Constance Chlore. Des Alamans qui décident d'envahir la Rhétie, c'est-à-dire la Suisse actuelle, en territoire romain. Là encore, pas d'autre choix pour Constance que de remonter illico ses légions de Milan pour contrer la nouvelle menace barbare. Légion dont Constance va confier le commandement, et c'est là que l'histoire devient intéressante, à son général de cavalerie, un certain Arbétion. Oui, donc avec un nom pareil, laisse-moi deviner. Ce nouvel officier supérieur qui fait son apparition dans les textes aux côtés de l'empereur est, j'en mets ma moustache à couper, un Germain d'Empire, bien sûr. Probablement un franc d'ailleurs, même si on n'en a pas la preuve. Et l'un des officiers supérieurs les plus puissants de la cour impériale dans les années 50. Son titre est d'ailleurs Magister Militum, le maître de la milice, dans la terminologie de l'époque. Ils sont vraiment partout, ces Germains, au IVe siècle. Arbétion est le prototype du Germain d'Empire. Sans doute engagé très jeune, sans parenté noble et vraisemblablement sans grande éducation, notre homme a dû gravir tous les échelons de la hiérarchie militaire. Il doit avoir atteint un certain âge en 354, car il servait déjà dans l'état-major du père, Constantin le Grand, et maintenant du fils, Constance II. Une carrière réussie pour Arbétion, due probablement autant à son talent qu'à sa loyauté indéfectible à Constance contre Magnence durant la guerre civile, puisqu'il avait choisi le bon camp dès le début. Donc probablement un choix futé qui confirmerait que le Germain est sans doute un bon militaire, mais aussi un gros malin. L'historien Ammien Marcellin n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer le personnage. Ce qui le distingue particulièrement, c'est juste sa cupidité, sa dureté, son intransigeance et sa fourberie de première classe pour intriguer contre tous ses rivaux potentiels. C'est la belle brochette de qualité pour décrire un homme hyper ambitieux et sans scrupules qui a fait ce qu'il fallait pour devenir l'un des bras droits de l'empereur et qui compte bien y rester. En tout cas, fin 354, c'est à lui que Constance confie le gros de l'armée pour mener campagne autour du lac de Constance, avec pour ordre de contrer efficacement la menace alémanique. Mais toute son expérience et son désir de briller ne vont pas suffire. Arbétion n'a pas dû lire le mémo l'invitant à ne pas trop s'aventurer imprudemment dans une région montagneuse, vu que c'est exactement ce qu'il fait dans les environs de la ville moderne de Brégance, à l'est du lac. Il se lance dans une offensive mal maîtrisée, dans un environnement montagneux, sans faire les reconnaissances préalables nécessaires. Offensive qui finit évidemment en embuscade et en semi-catastrophe militaire pour l'armée sous ses ordres. 10 tribuns, un paquet d'hommes et tout le matériel restent sur le champ de bataille, alors qu'Arbétion fait marche arrière pour sauver les débris de son armée. La situation se débloque finalement grâce à l'initiative courageuse de quelques officiers subalternes qui retournent quelques jours après la situation, sans ordre d'Arbétion, dans un engagement surprise. Une escarmouche qui se transforme en grande bataille et permet à l'armée romaine de finir la campagne de la meilleure manière, c'est-à-dire par une véritable boucherie au détriment des Alamans. L'armée impériale retourne cet automne-là en triomphant à Milan, avec la menace des Alamans du Sud réglée. En tout cas, cette année, car personne ne doute que les troubles en Germanie sont loin d'être finis. Oui, on peut aussi supposer qu'il n'y a pas que la menace des Alamans qui a pris un coup dans l'aile. Il y a forcément aussi un peu la réputation d'Arbétion. Mais je suis prêt à parier que Constance va sans doute lui pardonner. Du fait de sa fidélité déjà, mais aussi pour l'effet secondaire qui fait que ça va certainement ternir son image et probablement
limiter ses ambitions de prendre encore plus de pouvoir. Mais du coup, pour Constance, est-ce que 354 signifie enfin la fin des problèmes? Ah non, les campagnes victorieuses de 354 n'ont sûrement pas réglé tous les soucis de Constance, loin de là. Car ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'entre ces deux campagnes contre les Alamans, Constance a dû gérer un autre problème, bien plus embêtant qu'une campagne en Germanie. Une catastrophe réelle, celle-là, ou supposée d'ailleurs, mais c'est le genre de distinction qui reste toujours difficile à faire pour un paranoïaque comme lui. Car l'empereur a reçu des nouvelles inquiétantes de l'Est. Son propre petit cousin, Gallus, s'est mis à faire des siennes. Gallus, le mari de Sainte Constance, si vous vous rappelez, a été nommé César et est en charge de l'Est pendant que Constance II gère Magnance. Son rôle devait juste se borner à garder la partie orientale de l'Empire sans faire trop de vagues. Un job, un seul, faire semblant de régner et tenir le pays en ordre pendant que Constance reprenait le contrôle de l'Ouest. Mais Gallus s'est montré infidèle, ou dangereux, ou juste un peu louche. Difficile de comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête, alors que son cousin lui avait rappelé plusieurs fois qu'il était là pour la galerie et pour surtout ne pas créer de bazar en Orient. Mais apparemment, Gallus a réussi à se mettre tous les notables à dos. On l'accuse d'un comportement de tyran séditieux, de provoquer des troubles et de déstabiliser toute la région d'Orient. Orient qui, aux dernières nouvelles, appartient bien à l'empire de Constance II et dont il n'est que le fonctionnaire en charge. Petit détail que Gallus a dû oublier. Franchement, c'est à croire que personne ne lit les mémos à Rome cette année-là. Quoi qu'il en soit, Constance se fâche en 354 à la vue des rapports inquiétants qu'on lui adresse de l'Est et décide de convoquer Gallus à Milan, pour un point de calage, dirions-nous. Alors, Gallus va traîner les pieds, envoyer sa femme d'abord pour négocier, enfin tout faire pour éviter la confrontation, ce qui ne fait qu'inquiéter encore plus Constance sur les intentions réelles du cousin. Plus Gallus traîne les pieds, plus son crédit s'effrite à la cour impériale, où on est bien placé pour savoir qu'être dans la même famille ne veut pas dire qu'un mauvais coup est à exclure. Au final, le problème Gallus va se régler avec la bonne vieille méthode à la Constance, c'est-à-dire en prenant zéro risque et en concoctant une bonne embrouille pour endormir la méfiance de l'ennemi qu'on veut abattre. Constance envoie vers l'Est une escorte d'hommes fidèles, composée d'ailleurs de plusieurs barbares d'Empire. Une petite troupe qui débarque en Orient pour annoncer à Gallus que son cousin a bien réfléchi et finalement veut le couronner comme co-auguste. Après tout, l'empereur est non seulement son cousin, mais aussi son beau-frère, grâce à Sainte Constance. Une promotion surprise et express qu'on apporte à Gallus un beau jour de 354, alors que les tensions n'ont fait que monter depuis des mois. Évidemment, Gallus se laisse prendre à cette énorme ficelle et accepte de suivre ses hommes pour rejoindre Constance à Milan et enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Vu qu'arrivé à mi-chemin, en territoire fermement dans le camp de Constance, l'escorte d'honneur qui l'a ramené de l'Est se transforme en garde, puis en juge, puis en bourreau. Gallus, César de l'Est, héritier présomptif de l'Empire et plus proche parent de Constance, finit la tête tranchée à l'automne 354, quelque part en Croatie. Effectivement, belle entourloupe bien méchante de Constance, qui ne doit pas rassurer son entourage sur son côté droit et sincère avec de tels actes. Mais au-delà de la morale, qui n'a pas vraiment sa place dans l'histoire ici, ça laisse surtout Constance dans le dilemme classique de succession de tout empereur romain, qui vient de se débarrasser de son numéro 2 et héritier présomptif, alors qu'il n'a pas de garçon à lui pour lui succéder. Décidément, la gestion prévisionnelle des compétences est un problème d'hier et d'aujourd'hui fortement sous-estimé. Ce dilemme est aussi simple que cornélien. Soit essayer de gérer tout l'Empire, mais avec forcément des problèmes monstrueux qui l'obligeront à courir avec son armée d'une frontière à l'autre et d'un bout à l'autre de l'Empire, soit nommer des bras droits en leur confiant des troupes et de la puissance, mais avec la crainte que l'un d'eux finisse par se faire des idées et se rebelle contre lui. Alternative bien cruelle pour un paranoïaque tel que lui, ou simple de retour de karma pour tous ces méchants choix. Et oui,
Et Constance sait qu'il ne peut pas continuer indéfiniment à courir à travers l'Empire jusqu'à la fin de ses jours. Lui qui approche de 40 ans doit bien prendre une décision au bout d'un moment. D'autant que ça commence à chauffer à l'est et sur le Danube et qu'il ne peut pas se laisser à nouveau happer par les problèmes de Germanie qui continuent d'apparaître en Gaule du Nord. La dernière campagne de 354 n'a réglé que le problème autour du lac de Constance, mais toute la frontière reste menacée. Il lui reste bien un cousin comme dernière carte, le demi-frère de Gallus, un certain Julien, dont la fidélité lui semble tout sauf garantie. Ce qui est un peu le problème, en fait, d'avoir fait massacrer toute la famille de ce garçon, entre la purge de 337 qui a tué son père et quasiment toute sa famille, et l'exécution récente de son dernier frère vivant. Ce n'est pas le genre de situation qui crée un gros climat de confiance en général. À ce stade, Constance le fait simplement ramener près de lui à Milan au cas où, surtout pour le surveiller en fait. Julien n'est qu'un jeune homme, que tout le monde trouve un peu étrange. Un espèce de gamin très érudit, hyper nerveux et qui parle un peu n'importe comment. Un genou qui a passé sa vie sous surveillance à lire des livres. Pas forcément une menace, mais on n'est jamais trop prudent quand on s'appelle Constance II. Mais une décision de rapprochement qui ne règle pas du tout le problème de la gestion des frontières chaudes et à risque de l'Empire. Et même si ce choix doit vraisemblablement lui coûter pas mal avec son caractère et son histoire personnelle, Constance se résout finalement à la seule décision possible fin 354, celle de nommer un nouvel homme fort et loyal pour prendre le contrôle de la Gaule du Nord. Et aussi un homme courageux, car Constance ne veut sûrement pas se créer de menaces inutiles et cette nomination ne s'accompagne pas du détachement d'une grosse troupe. C'est seulement 8000 hommes qu'il veut envoyer au nord pour contrer la menace des Francs qui sont de retour, ce qui est bien peu comparé aux 80 000 engagés à Mursa. Sans parler tout à fait de mission suicide, c'est quand même un sacré défi. Il va lui falloir trouver la perle rare, et pour ça, il va falloir un homme brillant, courageux, débrouillard, fidèle. Bref, le genre d'officier qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et c'est là qu'Arbession, qui sans doute rêve de continuer sa progression vers les sommets, mais pas au point de prendre un tel risque, souffle une idée de génie à l'empereur. Faire nommer un homme qui rassemble toutes ses qualités, mais dont Arbession veut se débarrasser à tout prix. Un jeune arrogant, un officier franc d'empire en plus, qui a les faveurs de l'empereur et l'admiration de tous, mais qui est un sacré gêneur de première à la cour de Milan. Car Arbession n'aime pas la compétition et il s'avère que ce blanc-bec représente une sacrée concurrence dans l'entourage de Constance. Et cet homme qu'il va pousser pour cette mission improbable, vous le connaissez déjà. L'homme dont il souffle le nom à Constance pour délivrer la Gaule, c'est Sylvain. Et oui, le jeune Sylvain, le tribun de Magnance qu'il a trahi avec son régiment de cavaliers d'élite pour rejoindre Constance un peu avant la bataille de Mursa en 351. Un franc d'empire avec un pédigré impeccable, un homme loyal, un homme apparemment connu pour sa compétence militaire et qu'il nomme donc à la tête de l'armée en Gaule pour s'occuper des problèmes alamans et francs. Tout le monde soutient ce choix apparemment, au vu des talents de l'homme et de la criticité de la situation qui n'inspire sans doute pas trop de volontaires. Un brave se présente, tout le monde est derrière lui. Enfin, à bonne distance. Et c'est aussi tout bénef pour Arbessio. Éloigner le petit arrogant trop sûr de lui avec une bonne mission casse-gueule. C'est un plan brillant. L'échec programmé de Sylvain donnera encore plus de poids au seul général qu'Arbession veut voir reconnu par l'empereur, c'est-à-dire Arbession lui-même. Un plan génial donc. Enfin, sans doute. Enfin, surtout si Sylvain échoue en Gaule du Nord. Parce que Sylvain va se planter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Décidément, en 354, c'est à croire que vraiment plus personne ne lit les mémos à Rome. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.